si je vous dis En rouge et noir, ou encore Johnny Johnny, ou bien toute première fois, vous me dites Jeanne Masse, bien sûr. On garde tous en mémoire sa silhouette longiligne, son déhanché si particulier, son allure rock et bien sûr son regard intense. Véritable idole des années 80, elle revient sur le devant de la scène. 2019 marque son grand retour avec un coffret de CD, une autobiographie et bien sûr toute une série de concerts. On évoquera avec elle à l'occasion de cette émission son actualité bien sûr, mais également l'ensemble de sa carrière. Allez, c'est parti. Bonsoir Jeanne Masse. Bonsoir. On est très heureux de vous avoir avec nous. Alors votre actualité, c'est d'abord, je le disais à l'instant, un livre qui s'intitule Réminiscence, que vous publiez chez Flammarion. Quelle en est la genèse de ce livre? Pourquoi avoir eu envie de raconter votre histoire et votre carrière? C'était pas vraiment une envie, mais c'était sans doute une nécessité. Lorsqu'on m'a proposé d'écrire un petit peu sur ma carrière, sur ma vie, j'ai tout de suite dit non parce que je trouvais pas ça essentiel. Et puis, en y réfléchissant, j'ai quand même mis 1 an à me décider. Je me suis dit oui, en effet, peut-être il serait bien d'expliquer mes choix musicaux, d'expliquer ce qui se passait derrière ce grand succès et comment moi je l'ai vécu. Donc en fait, voilà, c'était plus un cadeau que je faisais aussi à mes fans qui restaient avec plein d'interrogations et auxquelles j'ai répondu. Alors, il y a effectivement vos fans qui s'interrogeaient sur ce silence, et puis il y a aussi des gens qui bavardaient, des rumeurs, et ça c'est jamais agréable. Est-ce que quelque part c'était aussi une façon de faire taire ces rumeurs? Oui, alors moi j'ai eu connaissance de certaines rumeurs en écrivant ce livre et en fait c'était bien aussi de rectifier ce qu'on disait et puis voilà parce que c'est jamais très agréable quand on invente des histoires sur vous, quoi. Alors, on parlait de vos fans, ils n'ont jamais cessé de vous idoler, hein, même quand vous étiez un peu moins présente. Est-ce que vous avez reçu de nombreux courriers? Est-ce qu'ils vont chercher à vous contacter pour savoir ce que vous deveniez et quand vous reveniez? Est-ce que quelque part, cet appel de la part de vos fans a joué un rôle dans votre décision d'écrire ce livre? Moi, je n'ai jamais totalement disparu pour mes fans parce que j'ai toujours été un peu dans l'actualité, j'ai toujours continué à faire des albums, bien sûr, qui étaient moins exposés au devant du grand public, mais eux m'ont toujours suivi, donc il y avait toujours un album tous les 2 ans. Mon dernier concert date d'il y a 5 ans et ils étaient là, nombreux présents. On n'a pas fait de pub, on n'a pas fait d'affichage, voilà, parce qu'on a rempli tout de suite. Et donc en fait, je ne les ai jamais totalement abandonnés, même si j'avais une vie en parallèle et ma vie en parallèle et mes activités en parallèle aux États-Unis. Mais c'est vrai que voilà, on a du mal à se séparer. Surtout que c'est vrai que, comme vous dites, ils me relancent régulièrement. Ils veulent avoir de mes nouvelles, ils me demandent voilà, de revenir, de recréer des chansons et tout ça. Donc voilà. Alors, votre vie aux États-Unis, parlons-en justement. Vous avez choisi de partir là-bas, plus précisément, vous êtes dans l'Arizona. Pourquoi le choix des États-Unis? Pourquoi l'Arizona? Et voilà, pourquoi avoir quitté la France? Et qu'est-ce que ça vous apporte d'être là-bas? Ce que ça m'apporte, c'est que j'ai cette liberté, cette autonomie, enfin bon, cette liberté surtout artistique, qui pour moi a toujours été essentielle dans ma vie et dans ma carrière. Vous n'aviez pas ici? Que je n'avais pas, non, je n'avais pas. Après les années 80, on m'a juste mise dans cette case 80, on ne me donnait plus la possibilité vraiment d'exprimer autre chose. Je ne parle pas des labels de musique qui, eux, évidemment, m'accueillaient ouvertement avec mes tendances musicales, mais à chaque fois, on essayait de me remettre dans le même style. Quand vous dites on, c'est les gens, c'est le public au sens large? C'était les médias surtout, c'est pas le public. Ça. Le public, il est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit. Le public, il a juste envie qu'on le fasse rêver. Et donc, ce n'est pas avec une seule chanson qu'on peut le faire rêver, mais avec de nouvelles créations qui peuvent être un peu différentes. Et s'il les apprécie, il va continuer de rêver avec vous. Mais on a besoin des médias comme intermédiaires entre nous et le public. Et très souvent, enfin, à partir d'une certaine période, les médias n'avaient plus envie de me soutenir. Et donc le message ne passait plus, mes chansons ne traversaient plus ce pont essentiel et nécessaire pour faire connaître mes créations. On a cherché quelque part à vous enfermer dans dans cette idée années 80. Comment vous l'avez vécu, entre guillemets, cet enfermement, cette étiquette? Mal, hein. Oui, très mal, parce que justement, comme je suis très indépendante et que j'avais envie de créer différemment, que j'évoluais, je ne peux pas être l'artiste, je ne peux pas avoir la même coupe toute ma vie, je ne peux pas avoir... Enfin, on évolue parce qu'on change, parce que la vie change, parce qu'un artiste change. Il est
comment dire, il est influencé par des émotions nouvelles, par des expériences nouvelles. Et c'est tout ça que je voulais raconter. Quand je suis partie vivre dans l'Arizona, j'ai fait un album extrêmement country, et parce que j'étais en plein dans le country, parce que j'étais au milieu de ces cactus, de cette vie totalement différente, et qu'elle m'apportait des énergies nouvelles que j'avais envie de transmettre. Hein. Est-ce que vous êtes construit un public américain là-bas? Je ne sais pas si le public est américain. J'arrive quand même à vendre mes disques aux États-Unis sans comprendre qui achète mes albums. Alors là, franchement, je n'en sais strictement rien. Est-ce qu'ils ne sont pas en contact avec vous de la même façon que le sont vos fans en France? Eh bien peut-être, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a une très grande communauté française aux États-Unis, mais je ne sais pas, parce qu'en fait, mon distributeur, ça passe par mon distributeur américain, et régulièrement, il nous relance et je vends des disques là-bas, mais je ne sais même pas qui les achète. Alors pour avoir eu la chance de vivre un peu aux États-Unis, alors moins longtemps que vous, mais un petit peu, c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on colle moins facilement des étiquettes qu'en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté aussi? Déjà, moi là-bas, je n'ai pas mis en avant la Jeanne Mas qu'on connaissait en Europe. Je voulais juste faire peau neuve. J'avais besoin de me prouver aussi que j'étais capable de faire autre chose, que j'avais du talent sur d'autres domaines. Donc en fait, j'ai commencé à écrire, j'ai pris des cours, j'ai fait tout ce que je ne pouvais pas faire en France, et le résultat est que oui, on a pris mes scénarios pour tourner des courts-métrages, donc j'ai fait rire les Américains, waouh, alors que mon humour est très français, et donc non, ça m'a rassurée. Je me suis dit, j'ai des options, je peux encore exister artistiquement, donc je continue de créer. Et alors pourquoi l'Arizona? Parce que vu d'ici, ça peut sembler un peu middle of nowhere. Pourquoi le choix d'être parti là-bas? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Vous connaissiez des gens sur place, ou justement vous vouliez aller dans l'endroit le plus exotique possible? En fait, c'est vrai que c'est un peu au milieu de nulle part, on a l'impression, mais c'est juste parce que moi, je suis une passionnée, et que lorsqu'on a visité l'Arizona, je suis tombée amoureuse de l'Arizona, des cactus que j'avais jamais vus de ma vie, des paysages, des couleurs, des couchers de soleil, et j'ai été tellement émue, et que j'ai dit, je veux vivre ici, je veux vieillir ici. J'ai dit à mes enfants, je veux vieillir ici. Vous avez 2 enfants, on peut le préciser pour nos téléspectateurs. Oui, voilà. Un garçon et une fille. Voilà, mon fils est resté aux États-Unis, ma fille est repartie en France, mais c'est vrai qu'en fait c'est sur les coups de cœur, et Dieu sait que je visite, parce qu'il y a plein d'États aux États-Unis qui sont magnifiques. J'ai vécu en Californie, j'ai vécu à New York, mais l'Arizona, il y a quelque chose, et c'est très drôle parce que les gens qui s'installent dans l'Arizona ne repartent plus. Ça me fait un peu peur, parce que moi qui adore voyager et échanger, je me dis oulala, mais en même temps c'est tellement magique, c'est tellement magique. Alors, dans ce livre, Réminiscence, vous revenez justement sur votre carrière. 1984, c'est le début du succès grâce à ce titre toute première fois, que vous avez écrit vous-même, d'ailleurs, il faut le préciser. Et puis après, vous allez enchaîner les tubes, vous allez faire votre première scène à l'Olympia. Vous reviendrez bientôt, on va en parler tout à l'heure. Ça a été vraiment un moment essentiel. Vous avez ensuite remporté 2 victoires de la musique en 1985. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces débuts ont été vraiment fulgurants. Quel regard, rétrospectivement, vous portez sur ce succès quasi immédiat dont rêvent tous les artistes qui se lancent? Puis quelle chance! Quelle chance d'être né dans les années 80, finalement, d'être né à un moment où les maisons de disques vous accordaient déjà des budgets pour faire vos albums, étaient derrière vous, vous pouponnaient, vous prenez soin de leurs artistes, vous aidaient à grandir, à tout faire. Donc j'ai eu une chance inouïe, moi, j'ai été extrêmement bien entourée, et je ne sais pas si aujourd'hui c'est la même chose pour les jeunes artistes qui démarrent, mais quand je regarde tout ça, je me dis, mais quelle chance, ce que tu as vécu était juste formidable. Alors ce livre, c'est aussi un témoignage sur cet aspect formidable des choses que vous décrivez, mais aussi sur les différentes facettes du succès. Et vu de l'extérieur, on a tous tendance à penser que le succès, c'est quelque chose de grisant, de merveilleux, mais il y a aussi l'envers du décor. Il y a cet envers du décor précisément que vous décrivez dans ce livre. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots pour les gens qui nous écoutent? En fait, c'est vrai que lorsque les gens voient le succès des artistes, on doit penser qu'il doit être extrêmement heureux. Et parce que tout est facile, tout doit lui être extrêmement facile. Or, rien n'est facile. Parce que plus vous avez du succès, plus vous êtes en danger. Parce que vous êtes sur un fil tellement fin, de plus en plus fin, qu'il risque de casser à n'importe quel moment. Et la chute est d'autant plus douloureuse. Donc, on vit dans le stress constant. Déjà, on travaille énormément parce que vous êtes énormément sollicité, mais ça, c'est que du bonus. C'est quelque chose qui a l'air de vous faire peur. Non, ça, j'adore. Mais c'est vrai que la peur était du dérapage. À quel moment je vais déraper et à quel moment, boum,
on va me dire, c'est fini pour toi, on vient de couper le fil. Et voilà. C'est pas toujours évident de garder la tête froide. On le voit avec tous ces jeunes qui sont propulsés, alors qu'ils soient artistes ou certains pas du tout, avec les émissions de télé-réalité et autres. Est-ce que vous avez... Non, ça n'a absolument rien à voir, mais tout d'un coup, le fait d'être mis sur le devant de la scène quand on est jeune et d'être idolé quelque part, est-ce que vous avez réussi à l'époque à garder la tête froide ? Oui, parce que moi je différencie, et pardonnez-moi de revenir sur ce point, mais je différencie vraiment les célébrités et les artistes. Une célébrité n'est pas forcément un artiste. Absolument, ou une n'a artiste. pas forcément de talent. Et une artiste peut devenir une célébrité, mais elle reste une artiste. Si c'est une vraie artiste, elle va rester humble, elle va rester attachée à son métier, attachée à son public. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit des phénomènes sortir de certaines émissions et se prendre déjà pour la personne la plus importante sur Terre, c'est oublier que le vrai succès, on le garde avec du talent. Et si tu n'as pas de talent, de toute façon, déjà quand tu as du talent, tu n'as pas la grosse tête. Et moi, j'espère ne l'avoir jamais eu. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de l'avoir eu parce que j'ai toujours privilégié le talent. Ce qui est assez fascinant chez vous, c'est, et ça on ne le sait pas tellement non plus, pour ma part j'ai découvert à la faveur de ce livre, c'est le nombre de choses que vous avez entrepris. Alors que vous ayez monté un groupe punk, on le sait ou on ne le sait pas, mais ça ne surprend pas, mais on ne sait pas forcément que vous avez été speakerine sur une chaîne privée italienne, on ne sait pas que vous avez été comédienne, on ne sait pas non plus que vous avez lancé une ligne de chaussures, et on sent finalement chez vous un immense appétit de découvrir plein d'univers, c'est ça ? Exact, tout à fait. Je suis constamment à la recherche de nouvelles possibilités d'innover. Je suis extrêmement curieuse et du coup, oui, je veux savoir si j'ai du talent dans ce que j'entreprends à chaque fois. Même créer une ligne de chaussures, c'était est-ce que j'ai assez de goût pour... Est-ce que mon goût va plaire aux gens? Donc en fait, on se remet totalement en question là aussi. Et ce goût de l'entrepreneuriat, parce que lancer une crêperie, lancer une ligne de chaussures, c'est quelque chose que vous avez en vous, et est-ce que vous avez peut-être d'autres projets pour la suite ? J'arrête pas. En fait, j'ai écrit un livre sur mon expérience végane. Là, j'ai mes réminiscences, mais je vais continuer dans le véganisme. Là, je prépare un autre livre pour expliquer le véganisme, qu'on est en train encore d'améliorer. Et puis j'ai plein d'autres projets qui sont totalement différents et à l'envers de ce que les gens ont l'habitude de recevoir de Jeanne Mas, mais c'est ça qui me passionne. C'est que le matin, quand je me lève, j'ai toujours une idée nouvelle. Il y a des moments où j'oublie que j'ai eu d'autres idées parce que je suis passée sur eux, et du coup j'en ai trop. Et non pas que je sois un génie, absolument pas, mais c'est parce que j'ai tellement besoin de créer. C'est ma seule survie, la création. Et alors, qu'est-ce qui fait, vous avez plein d'idées, plusieurs idées par minute, qu'est-ce qui fait qu'il y a une idée que vous allez poursuivre, comme les chaussures, par exemple ? Qu'est-ce qui fait que finalement, il y a un projet qui émerge ? La passion. Vous voyez, j'ai vu, je ne sais pas pourquoi, l'autre jour, j'avais besoin de déstresser, j'avais acheté des tonnes de perles, et avec un fil, et j'ai commencé à les faire dans le fil, et j'ai trouvé que c'était tellement relaxant, mais je me suis dit, je peux peut-être en faire quelque chose de créatif. Du coup, j'ai commencé à faire des petits colliers, des petites choses comme ça, et j'ai envie de lancer une gamme de colliers, Mais c'est tout bête, hein, mais juste ça, je me dis, est-ce que tu serais capable de créer de beaux colliers ? C'est vous qui les avez faits. Oui, ça c'est très joli. Ouais. Oh, merci. Et donc voilà, et de combiner des couleurs différentes, d'arriver à une certaine personnalité, ça c'est juste un début, faut que je m'améliore. C'est pour le prochain épisode. Alors, parmi les autres choses qu'on apprend également à la faveur de ce livre, c'est que vous avez failli tourner dans L'été meurtrier à la place d'Isabelle Adjani. Racontez-nous. Oui, je ne sais pas si je suis la seule artiste d'ailleurs à avoir casté pour Jean Becker, mais oui, en effet, j'habitais en Italie. Lorsque mon agent m'a envoyé ce scénario en français, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent me chercher en Italie? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de comédiennes en France? Mais bon, c'était très très flatteur, et en plus, ça avait l'air super. Enfin, j'avais adoré ce scénario. Du coup, je suis remontée à Paris pour faire des essais avec Jean Becker, et quelques jours après, on m'a dit qu'en fait, la production avait décidé de prendre Isabelle Adjani, ce qui est très bien, parce que je veux dire, elle a défendu ce film avec talent, avec dignité, elle est formidable.
Mais c'est vrai que c'est amusant là aussi de voir les coulisses du décor. Alors en parallèle de ce livre dont on a parlé, votre actualité c'est aussi des concerts. Il y a le projet Star 80, mais il y a aussi un concert solo à l'Olympia. Je ne fais pas parce que là des fois les fans me demandent. Je ne fais que 2 interventions. J'ai fait le Stade de France et Lyon. Voilà. C'est tout. J'arrive en guest juste sur ces 2 concerts parce que je ne fais pas toute la tournée malheureusement. Et après je reviens au mois d'avril pour 2 concerts à l'Olympia. En solo cette fois-ci. Bien sûr. C'est émouvant pour vous ces retrouvailles avec le public? Oh oui, surtout que là je reviens vraiment à l'Olympia parce que je veux être fidèle au livre que j'ai écrit et je parle de cet Olympia qui a été important à mes débuts. Donc voilà, je reviens sur cet Olympia pour un peu chanter mes réminiscences. Voilà. Alors le 10 mai dernier, vous avez sorti un coffret best-of de 3 CD, c'était chez Warner Music. Et le 31 mai dernier, on a pu découvrir votre tout nouvel opus qui s'intitule Goodbye, je reviendrai, qui a été mixé entre Rome, Phoenix et Kiev. Vous nous disiez que vous voyagez beaucoup. Et en Ukraine, puisque mon arrangeur est ukrainien. Alors ce titre, ça interpelle, Goodbye. Je reviendrai. Comment est-ce qu'il faut l'entendre? Comme un au revoir provisoire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? En fait, aussi bien le coffret que le nouvel album sont inspirés du livre. Et en fait, dans ce livre, comme je pars, je finis ce livre avec ce départ aux États-Unis. Je voulais juste mettre la touche positive, c'est Goodbye, mais je reviendrai. Et en plus, c'est une chanson qui appartient, c'est une chanson de Christophe que j'ai repris. Et je trouvais que le titre était excellent. En fait, ça s'adaptait au livre. C'est pas juste je pars et c'est tout. Non, je pars, mais je reviendrai. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Jamais, jamais. Jamais. Et bien, écoutez, en tout cas, merci d'avoir évoqué avec nous ce livre et votre actualité. On va se retrouver tout de suite pour une expérience assez inédite, peut-être pour vous, je ne sais pas, puisque je vais quitter ce plateau, mais vous allez continuer à m'entendre. Et je vous laisse découvrir. Inédite alors, oui, en effet. On m'a jamais laissé seule sur un plateau. Et bien voilà, il y a un début à tout. D'accord. C'est maintenant que ça se passe et je vous dis à tout de suite. Merci. Jeanne Mas, est-ce que vous êtes bien installée? Oui, merci. Il y a un repose-pied, vous pouvez vous installer confortablement. Oui, j'ai vu, j'ose pas l'utiliser. Mais si, osez. Oh non, un peu de classe, quoi. On n'est pas devant la télé à la maison. Presque. Alors, je vais vous proposer toute une série de mots-clés et le jeu, c'est que vous me disiez ce que ces mots signifient pour vous. Le premier d'entre eux, c'est le mot combat. C'est toute ma vie. Le combat de toute une vie, de pouvoir arriver à ses rêves, de pouvoir faire du bien autour de soi, d'exister, de rendre les autres, de permettre aux autres d'avoir une vie plus facile. C'est tout un combat, c'est le combat de ma vie et je suis contente d'avoir ce combat. J'ai été particulièrement touchée en apprenant que vous avez fait bénéficier une association humanitaire au Chili des fonds collectés lors de vos 2 victoires de la musique dont on parlait tout à l'heure. En plus, c'était tout au début de votre carrière. Donc voilà, c'est particulièrement incroyable. Et c'est vrai que c'est un vrai engagement. C'est aussi une façon précisément de mener un combat. Vous êtes particulièrement sensible aux causes humanitaires. Est-ce que vous menez d'autres combats en ce sens? Oui, bien sûr. Déjà, dès que j'aide dans mon quotidien les gens en difficulté, si je vois quelqu'un en difficulté, mon autre combat, c'est surtout vis-à-vis des femmes, des droits des femmes, de la fin des violences faites envers les femmes, et puis les animaux qui, plus les enfants bien sûr, mais les animaux, leur innocence, qu'on arrête de les détruire, qu'on commence à leur donner des vrais droits, de respecter leur vie. Ça, c'est un vrai combat au jour le jour. Ma position végane est avant tout justement pour le respect de toutes les vies, le respect du vivant, et ça passe par toutes les vies, aussi bien humaines que ces autres non humains. Voilà. Alors, il y a la cause animale, il y a effectivement le véganisme dont vous nous parliez déjà tout à l'heure. Et alors, on peut rappeler qu'en 2016, vous avez publié votre premier livre, c'était chez Michel Lafon, qui s'intitulait « Ma vie est une pomme ». Laissez-vous tenter par le végétarisme, dans lequel vous vous confiez être devenue végétarienne il y a 24 ans déjà. 30 maintenant, oui. Voilà, 30. Pourquoi ma vie est une pomme ?
Bien parce que c'était en fait ce titre m'est venu un matin en me réveillant, d'où les matins quand même sont des moments très créatifs et j'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit écoutez, j'ai eu une idée, là je pense que vous allez la trouver totalement stupide parce qu'au début ça s'appelait Révolution végétarienne et personne n'aimait et puis je lui ai dit bon ma vie est une pomme et je pensais qu'il allait me faire et là j'ai vu ses yeux et je me suis dit ça lui plaît. Et en fait, dans la simplicité, ma vie est une pomme, c'est vrai que tout tourne autour du bien-être, hein, parce que la pomme, on le sait, manger une pomme par jour, ça vous aide à garder, à préserver un peu votre santé, parce que la pomme a plein de bénéfices pour votre santé. Donc, je trouvais que c'était marrant. Et puis, en même temps, j'amenais un petit peu cette expérience végétarienne, puis végane, en fait, c'est juste partager avec les gens. Ce n'est jamais de faire culpabiliser les gens. On a tous une conscience. On sait ce qu'on fait exactement aujourd'hui. Et quand on mange de la viande, on sait que derrière cette viande, il y a de la souffrance. Et donc, c'est à nous de nous décider, à chacun de se décider de prendre position ou de renoncer à participer à cette souffrance animale. Donc voilà, c'était un beau titre. Je trouvais qu'il était simple et sympa. Parfois, ce qui est plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je reviens juste aux violences faites aux femmes et aux combats que vous avez menés en ce sens, hein, parce que vous avez quand même été parmi les premières femmes à vous engager dans cette direction-là. Vous aviez même écrit à l'époque au président Mitterrand. C'était courageux, hein, d'ailleurs, de prendre position sur de tels sujets. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendue ? Non, absolument pas. D'abord parce que je pense que le sort des femmes n'intéresse pas les hommes. Sans ça, ils arrêteraient de décider pour nous sur notre corps, etc., etc. Mais et puis on donnerait aussi des salaires à égalité hommes et femmes. On arrêterait de les insulter. Insulter une femme dans la rue devrait être pénalisé. Je veux dire, tout ce qu'on a fait subir et qu'on continue de faire subir aux femmes est scandaleux. Alors que je veux dire, on devrait être dans la parité totale et dans le respect total de nos différences, de toutes les différences. Mais surtout, je veux dire, moi, je suis une femme et au quotidien, j'ai l'impression que c'est un boulet. L'autre jour, si on a le temps, je peux vous le raconter, mais il y avait deux gars en face de la Fnac, à des ternes, qui étaient avec des trucs jaunes comme ça et qui étaient en train d'essayer de vendre je ne sais plus quoi. Et en fait, ils n'arrêtaient que les femmes qui passaient. Jamais ils ne s'adressaient aux hommes. Cette lâcheté de la part de ces hommes comme ça, qui vont toujours vers ce qu'ils considèrent être le sexe faible, m'horripile, me révolte. J'avais envie de descendre du taxi et de lui faire comprendre que ce qu'il faisait n'était vraiment pas bien et qu'à partir du moment où il avait quelque chose à vendre, il ne fallait pas penser que nous sommes faibles. Nous ne le sommes pas. Absolument. Et alors, pour terminer sur cette notion de combat, il y a un autre combat qui vous est très cher, et c'est d'ailleurs la raison, vous l'expliquiez très bien tout à l'heure, pour laquelle vous vous êtes, entre guillemets, expatrié, c'est le combat en faveur de la liberté. Alors, vous avez sur le bras un tatouage, alors je ne sais pas si c'est sur celui-ci, en tout cas, vous avez un tatouage sur lequel il est écrit « Born to be wild ». Vous êtes une artiste complètement amoureuse, voilà, c'est là, amoureuse de la liberté. Je suis amoureuse de la liberté, bien sûr, parce qu'on est né pour être libre, pour cohabiter avec les autres, mais dans la liberté, dans le respect des libertés. C'est ça. Et je crois qu'on perd de plus en plus toutes nos libertés, déjà, parce qu'on nous impose tellement de contraintes au quotidien. Alors, si on perd vraiment parce que la liberté, ça rend les gens bons, ça fait des gens qui sont plus ouverts avec les autres, qui sont plus généreux, qui sont plus altruistes. Et en fait, c'est le manque de liberté qui rend les gens hargneux. Regardez que même un animal, quand vous l'enfermez, c'est un animal qui risque de devenir agressif parce qu'on lui retire son élément principal, c'est sa liberté. Et je suis pour la liberté de vivre toutes les vies. Et c'est pour ça que je me bats aussi pour la liberté des animaux, le droit pour eux de vivre leur vie. On a trop tendance à considérer que la vie des animaux est moins importante que les nôtres humains. Non, parce que leur liberté de vivre, elle est où? À quel moment on la place dans notre conscience et dans notre système? Et voilà. Et moi, le jour où on me retire cette liberté, j'en ai souffert, hein, quand on me retirait déjà cette liberté artistique, j'en ai tellement souffert. J'ai été ailleurs pour chercher cette liberté qui aujourd'hui m'est donnée. En fait, la liberté de vivre, la liberté d'être tel qu'on est et la liberté d'aimer qui on a envie d'aimer, et la liberté d'être un animal. C'est une liberté qui, de toute évidence, vous remplit. Alors, je vais vous donner le mot inverse du remplissage, qui est le terme vide.
Alors là, qu'est-ce que j'aime pas ce mot, le vide. Mais le vide, ça me terrorise, le vide. J'aurais tout de suite tendance à le remplir de perles colorées pour y trouver d'une source de vitalité, d'énergie. C'est terrible, le vide. Les gens vides me font peur, hein. Alors, il y a plusieurs vides. Il y a le vide au sens d'une vie vide de sens, qui n'est pas du tout le cas de la vôtre. Il y a le vide lié au va-et-vient de la renommée. Il y a le vide laissé par le départ de celles et de ceux qu'on aime. Alors, pour commencer par la vie vide de sens, Alors, quel est votre rapport à la solitude? Alors les gens qui partent ne vous laissent pas un vide, mais laissent l'absence. Pour moi, l'absence est douloureuse, mais elle est différente. C'est-à-dire, elle ne représente pas un vide. Je veux dire, les gens qui sont partis, je les garde en moi, donc ils ne sont pas totalement partis. Et ça, c'est extrêmement important. Quant à la solitude, petit à petit, c'est vrai que je m'isole du monde. J'ai tendance à apprécier de plus en plus cette solitude qu'est la mienne, parce que c'est vrai que les gens qui me sont chers, en dehors de mes enfants et encore de mes parents, mais tous ces gens avec qui j'ai créé ma vie et sont partis et partent. Et donc c'est vrai que ça crée beaucoup de tristesse, donc on a tendance à s'enfermer, mais je m'enferme aussi parce que je vis dans la différence, parce qu'en étant végane, j'accepte plus vraiment de participer à des grands dîners où en fait l'animal est posé sur l'assiette. J'ai beaucoup de mal parce que j'y vois trop de souffrance, donc du coup je m'isole, et c'est vrai qu'aujourd'hui cette solitude, finalement, elle fait partie de ma vie, et voilà, peut-être que je l'apprécie, j'en sais rien, j'ai pas trop le choix. Alors votre vie à vous, vous faites tout pour y donner du sens, mais force est de constater que dans la vie en général, il y a beaucoup de choses qui sont complètement vides de sens. Les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, les violences tout court, les guerres, les famines. Est-ce que cette problématique du sens, ces choses extrêmement difficiles, vous invite parfois à douter, voire à déprimer? Alors déjà, j'aime pas déprimer. Quand je sens que le moral commence à chuter, je me relève très très vite. Je ne m'autorise que 2 heures de déprime, hein, parce que sans ça, la vie ne mérite vraiment pas d'être vécue si c'est pour la vivre d'une façon sombre. Donc je suis quelqu'un d'assez positif, donc je me lève, je vais faire du shopping, je sors, je regarde les autres vivre. Je réalise qu'il y a des vies qui sont bien plus tragiques que les miennes au moment où je sens que ma vie est un peu comme ça. Mais quand vous disiez que les violences faites aux femmes, aux enfants, aux animaux sont vides de sens, non, elles sont juste révoltantes. On comprend le sens de ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont monstrueux, il y a des monstres sur cette terre qui font du mal aux femmes, qui font du mal aux enfants, qui font du mal aux animaux. Ce sont des monstres. Donc ça, on peut l'expliquer comme ça, et c'est pas un vice, il faudrait vraiment rectifier tout ça. Pour certaines personnes, le moteur, c'est l'argent. Pour vous, en ce qui vous concerne, vous dites que vous pouvez vivre avec très peu. Vous expliquez d'ailleurs que vous ne tenez à rien de vraiment matériel, qu'à chaque déménagement, vous n'emportez que vos livres et vos photos. Et je voulais donc savoir quel est le rapport que vous entretenez avec la notion de pauvreté. Alors voilà, ça c'est une question très profonde, et moi c'est vrai que je suis très minimaliste, c'est-à-dire j'ai la chance d'avoir une maison, j'ai la chance d'avoir une voiture, le reste, voilà, ma maison est meublée avec des meubles tout à fait corrects mais pas chers, pas très chers, parce que je déteste le gaspillage. J'ai un profond respect pour ce qui m'a été donné, pour avoir eu la chance de gagner de l'argent. Et puis, quand je vois la pauvreté autour de moi, j'ai presque honte par moment de pouvoir manger ou me permettre d'acheter, d'aller dans les magasins bio et tout ça, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de le faire. Et ça a été pendant un moment une vraie torture, une vraie culpabilité, parce que je culpabilisais d'avoir cette chance, alors qu'il y en a plein qui ne l'ont pas. Alors évidemment, ce que je fais, c'est qu'au quotidien, quand je vois des gens dans la souffrance, je les aide. J'essaie à mon tour de faire du bien, parce que moi j'ai eu la chance, et j'ai encore cette chance de pouvoir vivre dans le confort, et qu'il y a plein de gens qui vivent sans confort. Et ça, c'est horrible, parce qu'on a tous le droit d'avoir une vie digne, et une vie
agréable. Sans ça, le passage sur cette terre devient une vraie torture. Donc j'ai un profond respect pour voilà. Et puis à Noël, le Noël dernier, avec mon fils, on avait décidé de passer notre Noël en aidant les plus démunis, en leur apportant les cadeaux que les associations préparaient pour ces gens-là. Donc voilà, on a dédié notre temps. Et ça, je trouve ça indispensable parce que ça nous rend humbles. Tout ce que vous évoquez à l'instant, c'est des notions finalement extrêmement chrétiennes. Et alors le dernier mot que je voulais vous proposer, c'est le mot foi. Alors là, par contre, j'ai peur de vous décevoir, mais je n'adhère à aucune religion vraiment sur cette terre. Je pense en effet qu'on est en contact avec un cosmos que je n'arrive pas à définir, et je ne me considère pas totalement religieuse, à vrai dire pas du tout, parce que je veux garder cette liberté d'accepter tout d'abord tous les autres, avec leurs différentes foi, avec la foi qui est importante pour chacun et qui des fois diffère. Je suis totalement à l'écoute de tous ceux qui croient en Dieu de façon même différente. Voilà, donc ça me permet justement de n'appartenir à personne et d'appartenir à tout le monde, en fait. Je crois que c'est ça, mais voilà. Donc mais quand j'étais petite, j'ai été au catéchisme, hein, donc j'ai quand même été formée en quelque sorte par une éducation liée à Dieu. Par la suite, j'ai décidé de ne plus y adhérer parce que ça ne faisait pas partie de ma vie, vous comprenez. Mais encore une fois, j'ai un profond respect pour tous ceux qui ont besoin de Dieu pour avancer et pour faire du bien. Quand on parle de la foi, il y a la foi en Dieu et puis il y a aussi la foi en l'être humain. Sur ce sujet-là, comment vous vous positionnez ? Alors, des fois, je doute sur la foi en l'être humain, surtout quand je vois ce qu'ils font dans le monde. Mais je sais qu'il y a des gens bien. La preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui montent des associations pour aider les femmes, des associations pour protéger les enfants, des associations pour protéger les animaux. Et tous ces gens-là, ce sont des gens bien parce que c'est des gens qui veulent du bien au reste du vivant. Et on doit tous être un moment arrêter d'être selfish, d'être vraiment égoïste, de vivre sa vie égoïstement pour essayer, parce que sans l'autre, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de l'autre. Et pour s'intéresser à l'autre, il faut aussi donner. Donc, voilà, il y a des gens bien sur cette terre. Dieu merci. À nous d'être les plus forts et les plus nombreux, si possible. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur la société de consommation très individualiste, voilà, mais ce n'est pas que des choses qu'on entend, c'est aussi quelque part une réalité. Comment, par rapport à ce que vous considérez à juste titre être un idéal de partage, d'entraide, qu'est-ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous proposez quelque part pour faire évoluer les lignes ? Eh bien déjà d'arrêter de gaspiller, d'arrêter la surconsommation. Parce qu'à force de surconsommer, on pénalise des pays qui sont pauvres. Si on devenait tous moins accros à nos petits besoins égoïstes, eh bien, on pourrait aider encore ceux qui sont dans le besoin, alors que finalement, la consommation s'adresse à ceux qui adorent consommer et on oublie que, en fait, pour donner, il faut prendre ailleurs. Et par exemple, je donne un exemple totalement facile, et c'est l'histoire du quinoa qu'on va chercher dans les pays pauvres pour pouvoir vendre aux pays riches qui aujourd'hui sont sur cette voie végane. Et c'est très bien d'être végane, mais en même temps, il faut savoir aussi qu'il faut savoir d'où provient toute cette facilité qu'on a et toute cette richesse qu'on nous propose au niveau de l'alimentation. Et je crois que si on faisait un petit peu marche arrière, si on restait un petit peu dans la simplicité et moins dans l'arrogance et moins dans cette dépense constante, parce que on nous sollicite, hein, et donc ça c'est vrai que finalement on n'est pas totalement responsable. Je veux dire, où qu'on aille, on te fait voir qu'il y a ça qui pourrait te rendre heureux et tout, et les gens se laissent avoir. Hein. Mais si on commençait un petit peu à réfléchir, on pourrait freiner un peu cette surconsommation qui est en train en plus de polluer notre planète, et on pourrait donner un petit peu plus, se tourner vers ceux qui souffrent, parce qu'on
on oublie trop souvent qu'au Yémen, les enfants continuent de mourir de faim, qu'il y a des guerres civiles dans d'autres pays d'Afrique et qu'en fait, eh bien, il y a des gens qui sont extrêmement malheureux et ces gens-là, on les oublie. Et il faut arrêter d'oublier tous ceux qui, en fait, sont pénalisés parce que nous, on vit comme des rois. Je crois, je ne sais pas. On sent que vous avez plein de convictions. Est-ce que ce sont des choses qui sont ancrées depuis quasiment toujours? Est-ce que c'est des valeurs? Alors j'ai bien compris que vous n'étiez pas spécialement enraciné dans une religion plus qu'une autre, mais est-ce que ce sont des valeurs qui vous ont été inculquées par vos parents ou par d'autres personnes de votre famille? Non, pas vraiment, ou peut-être que oui, et j'en ai pas conscience, mais je n'ai pas de conviction, parce que je crois que la conviction rend les gens bêtes. J'affirme des choses qui me sensibilisent, mais je tiens aussi à ce que je suis ouverte à toute explication, à apprendre à regarder le monde de façon différente. Donc je suis vraiment pour le partage des opinions, pour le partage des expériences, parce que quand on est convaincu de quelque chose, moi la seule chose dont je suis convaincue, c'est qu'on devrait être tous moins égoïstes. Ça, c'est la seule chose, parce que c'est vrai qu'on a trop tendance à penser à soi, parce qu'on est tellement tout le temps constamment dans le besoin, mais si on le devenait un petit peu moins et qu'on commence à regarder l'autre, là déjà on devient quelqu'un qui on partage. Donc c'est la seule chose peut-être. Je suis convaincue, et encore peut-être que je suis dans le faux, il faut juste qu'on en parle. Par contre, c'est vrai, il y a quelque chose que je peux dire, mes parents ne m'ont pas inculqué ce besoin du partage, mais j'ai vu ma mère aussi travailler très durement toute sa vie, parce qu'on n'était vraiment pas riche du tout, mais pas riche du tout, et je l'ai vu travailler, j'ai toujours trouvé, ça m'a toujours émue de voir ma mère travailler durement pour pouvoir alimenter ses enfants. Et du coup, je pense qu'à partir de là, déjà, moi, je refusais de donner la même vie à mes enfants. Donc, je suis extrêmement reconnaissante à ma vie, ou je ne sais qui, d'avoir pu vivre ce succès qui m'a permis d'offrir à mes enfants une vie agréable. Maintenant, c'est vrai que c'est sans doute ça qui m'a émue, et c'est sans doute ça qui aujourd'hui me sensibilise lorsque je vois des mamans avec des enfants et des enfants qui sont pas toujours bien habillés parce que la maman, elle a pas toujours les moyens, et donc en fait c'est ça. C'est sûr que cette sensibilité, elle est liée à ce que j'ai vu dans mon enfance, et moi ça me faisait mal de voir ma mère travailler dur. J'ai souvent voulu travailler à sa place parce que j'aurais voulu voir ma mère habillée avec plein de belles robes et tout ça, et puis surtout avoir une vie plus facile, ça c'est sûr. Elle a dû être très fière de vous. Je pense qu'elle est fière de moi, mais même si elle supporte pas, parce que je suis tout le temps rebelle. Mais bon, ça fait partie de mon caractère. Elle est bien forcée de m'accepter telle que je suis. Mais oui, mais je crois que ma mère se rend pas compte de tout ce que moi j'ai pu faire pour elle. Et c'est pas grave, parce que je l'ai fait pour elle, pas pour qu'elle le remarque, mais parce que j'avais besoin de le faire. Je reviens avec une toute dernière question sur l'aspect religieux. Alors, je ne sais pas du tout si vous portiez ces bijoux-là de façon, justement, pour faire passer un message ou pas, mais les souvenirs qu'on garde de vous. Alors là, vous avez des colliers très jolis avec des perles que vous avez fabriquées, je le précise pour les téléspectateurs qui nous rejoignent en cours de route. Vegan, voilà. Vegan, elles ne viennent pas du tout des huîtres. Vegan, voilà, qui plus est. On garde en mémoire vos boucles d'oreilles très impressionnantes, voilà, et notamment certaines, les croix, voilà, exactement, que ce soit autour du cou, les boucles d'oreilles avec des croix. Ouais. Est-ce qu'il y avait un message particulier que vous vouliez envoyer en portant ces bijoux-là? Non, c'était la période punk, et je crois qu'on mettait des bijoux sans réfléchir. Et puis un jour, j'ai réalisé qu'en fait, c'était le symbole, une croix, c'était le symbole d'une certaine communauté et qui était liée à une certaine souffrance. Et du coup, même si j'ai beaucoup d'empathie pour ce Jésus qu'on a crucifié finalement, quand j'étais arrivée en Italie, j'étais dans un couvent parce qu'ils louaient des chambres pas très chères. Donc, et je me suis retrouvée face à ce Christ qui était juste devant moi en sang, et j'avoue que je me suis posé là, j'ai essayé de comprendre tout ce qu'il avait pu vivre et tout ça, même sans voilà, et je crois que par la suite, ce symbole, cette croix, c'était lui, et on peut pas utiliser la souffrance des autres, je veux dire, comme une mode. Donc j'ai vite éliminé les croix par la suite, et voilà, je n'en porte plus, quoi. Par respect.
par respect pour ceux qui croient en Dieu et par respect pour Jésus-Christ et tous ces autres gars qui ont été crucifiés. Et je trouve que c'était tellement monstrueux et tellement... voilà, je sais pas. Une toute dernière question. Vous parliez de pauvreté, donc je rebondis sur les 2 derniers mots que je vous ai proposés. Vous avez eu effectivement une enfance que vous décrivez comme certes heureuse, mais difficile, au sens où vous avez souffert par empathie pour votre maman de l'avoir travaillée. Vos enfants, eux, ont eu la chance d'avoir une maman qui a assez vite connu le succès et donc une carrière confortable. Est-ce que c'est facile de transmettre, parce qu'il y a toute la dimension de transmission, ces valeurs-là, toutes les valeurs que vous avez exposées à des enfants qui, eux, n'ont jamais, et tant mieux, été dans le besoin? Oui. Écoutez, et j'ai de la chance aussi d'avoir des enfants extrêmement sensibles, puisqu'aujourd'hui, ma fille soutient la cause des femmes SDF dans Paris et donc elle prend de son temps pour aller aider, je crois que c'est un dimanche tous les 15 jours ou un dimanche par mois, toutes ces femmes qui sont dans le besoin, qui sont à l'extérieur, qui vivent dans la rue, qui très souvent sont malades et aussi, je veux dire, les portes sont ouvertes pour toute violence qui leur sont faites régulièrement par des détraqués. Donc voilà, elle a mis une partie de son temps à ce service, au service des femmes, donc je suis très fière d'elle. Et mon fils est pareil. En fait, lui, il s'est proposé d'aller porter des repas aux gens anciens qui peuvent plus se déplacer, qui vivent dans une totale solitude. Donc voilà, mes enfants continuent et je leur ai inculqué ça sans jamais les traumatiser, mais en leur faisant comprendre qu'on était des privilégiés, que notre vie était privilégiée, qu'on avait une chance inouïe, mais qu'il ne fallait surtout pas oublier qu'il y avait des gens qui vivaient dans la souffrance. Mais j'ai pas vraiment dû insister beaucoup parce qu'en fait, ils avaient ça en eux. Donc c'est formidable, ils ont vraiment pris le relais. En tout cas, merci à vous de vous être ouvert sur tous ces sujets-là. On se retrouve tout de suite. Merci. Alors on disait tout à l'heure que c'était une expérience manifestement inédite. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ? Bon, c'était très bien. Vous m'avez posé des questions auxquelles je ne répondais jamais, déjà. Si, vous avez répondu. Si, moi j'ai eu le sentiment que vous me répondiez. Oui, mais jusque-là, on ne m'avait pas posé ce genre de questions. Oui, vous voulez dire oui. L'idée, voilà. c'est justement, le principe, c'est d'amener les personnes sur des terrains sur lesquels on ne les amène pas d'habitude, les autres journalistes ne les amènent pas, et finalement de donner une image d'eux qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, parce que ça reste toujours très centré autour de la promo. Or, on a envie d'en savoir plus aussi sur la personne. C'est bien, parce que finalement, comme on n'y pense pas, tout ça, finalement, voilà, on se comprend soi-même un petit peu plus. En tout cas, merci de vous être livré parce que ça permet de mieux comprendre qui vous êtes et de mieux comprendre aussi les combats que vous menez et l'engagement qui est le vôtre. Alors, pour atterrir un peu en douceur, on va procéder à une forme de questionnaire de Proust un peu revisité. Si vous étiez un personnage de film, qui seriez-vous ? Vous n'avez pas joué dans L'été meurtrier, on dit tout à l'heure, et il s'en est fallu de peu. Mais si vous aviez pu, voilà, si vous étiez, est-ce qu'il y a un personnage de film qui vous inspire particulièrement, que vous auriez rêvé d'incarner ? Oh là là, ça c'est vraiment... non, pas vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait un film qui m'ait donné envie. Je regarde aussi beaucoup de téléfilms américains et peut-être Madame Secretary, j'aurais bien voulu l'être parce qu'elle avait du pouvoir et que finalement elle se bat dans le téléfilm, bien sûr, pour la paix dans le monde. Alors, si vous aviez une baguette magique, quel rêve réaliseriez-vous ? Moi, j'ai toujours rêvé d'être déjà ma sorcière bien-aimée. Ah oui. Avec le nez. Voilà, vous faites pas mal d'ailleurs. Oui, merci. Des années d'entraînement. Et si j'avais une baguette magique, je crois que j'arrêterais la détresse des gens, et puis j'éliminerais toutes les frontières. Il y en a marre de ces frontières qui séparent les gens et qui opposent les gens. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez un être humain ? La sincérité. Et vous, votre plus grande qualité ? La sincérité. C'est justement la sincérité. On aime généralement chez les autres. Non, je plaisante. Non, mais on aime généralement chez les autres ce qu'on aime chez soi et inversement, on est plus tolérant vis-à-vis de ses défauts. L'attente des autres, en fait, c'est ce que moi j'essaie de donner, en fait. Ouais.
Est-ce que vous avez un objet chéri? Il y a certaines personnes qui se promènent avec une forme de talisman, de quelque chose qui leur porte chance. Est-ce que vous avez ça? Un objet Non, comme j'avais ça à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais une petite corne qui était rouge, cassée, qu'on m'avait offerte. Depuis, j'arrête parce que je refuse d'être superstitieuse, mais j'ai souvent cette bague que m'a offert mon fils. Donc, et puis j'en ai une autre que m'a offert ma fille, mais voilà, ça c'est la seule chose que j'essaie toujours d'emporter avec moi parce que comme il habite très loin, enfin là pour l'instant il est dans l'Arizona, donc voilà, c'est une façon d'être toujours lié. Qu'est-ce qui vous rend sereine? De voir les autres heureux. Vous travaillez beaucoup entre il y a l'écriture de ce livre, la composition de différents albums. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne travaillez pas? Quel est votre hobby préféré quelque part? Alors ça, c'est la seule chose, c'est que déjà passer du temps peut-être avec mon fils et ma fille quand je suis à Paris, mais m'occuper des animaux, j'adore ça. Donc voilà, aider les associations, aller là-bas, j'adore m'occuper des animaux. Si vous étiez un animal précisément, vous seriez quoi? Je suis un animal, donc je n'ai pas envie d'être un autre animal, je veux être l'animal que je suis. Si vous étiez une fleur? Alors là, les fleurs, j'adore les fleurs. Alors si j'étais une fleur, je serais un coquelicot. Pour la couleur, l'intensité? La simplicité, cette fragilité en même temps, et puis ce charme. Et si vous étiez un péché capital? Je serais le chocolat. La gourmandise, donc non, oui, la gourmandise, c'est un péché capital. De quoi est-ce que vous avez peur aujourd'hui? J'ai peur de vivre d'autres absences dans ma vie. C'est juste ça qui me fait peur. Je trouve ça trop douloureux, les gens qui vous quittent. C'est quoi pour vous la réussite? On se rend compte que finalement les gens ont toujours des notions un peu différentes de ce que c'est. Pour vous, ça représente quoi? La réussite, c'est avant tout de pouvoir accomplir ce qu'on s'est donné humainement à accomplir. Parce qu'on a tous une mission sur Terre. Ça, j'en suis extrêmement convaincue, encore les convictions. Mais en tout cas, c'est ce qui mène, c'est ce qui me fait avancer. C'est que j'ai une mission sur Terre et voilà, et c'est d'accomplir, d'être quelqu'un de bien. Et cette mission, c'est quoi? C'est une mission de sensibilisation des autres, justement, de les aider à prendre conscience? Aussi, bien sûr, c'est de leur faire prendre conscience que voilà, il y a de tout ce qui se passe sur Terre et qu'on peut améliorer tout ce qui se passe autour de nous et qui est révoltant et qui n'est pas correct, ok, comme comme la souffrance qu'on inflige aux animaux, les violences aux femmes et aux enfants. Donc ça, mais je crois que moi je veux quitter ce monde en me disant finalement tu as été quelqu'un de bien et non pas juste tu as réussi, mais tu as été quelqu'un de bien. Ça c'est extrêmement important. Vous faites régulièrement une forme d'introspection pour réfléchir à oui, ce que vous avez et puis fait. C'est surtout quand j'ai la sensation que je me suis trompée ou que j'ai dit quelque chose de travers, j'ai appris à faire mes excuses. C'est très important. C'est d'être bien avec soi-même, même des années après, c'est de reconnaître quand on a eu tort et de dire « Ok, je m'excuse », mais surtout auprès de mes enfants. Quelle est l'erreur qui vous a fait le plus grandir? Je sais pas. Je reviens juste parce que je n'ai pas réagi, vous me disiez m'excuse auprès de mes enfants. Est-ce que vous avez éventuellement culpabilisé de ne pas leur consacrer autant de temps que vous auriez voulu, justement parce que vous étiez engagé entre votre carrière, vos combats personnels? Oui, mais à un moment, j'ai mis de côté la carrière quand j'ai vu que justement, j'étais pas à la hauteur et qu'ils avaient un manque, que maman leur manquait et que justement, je passais à côté de quelque chose d'essentiel. Donc, par la suite, je leur ai vraiment dédié un temps maximum. Donc, non, après, par la suite... Vous avez rattrapé le retard? J'ai rattrapé le retard, mais c'était les 2-3 premières années de leur vie. Donc, Christopher, quand on est parti vivre dans le Sud, il avait quoi? Il avait 2 ans et demi, 3 ans. Donc, par la suite, j'ai vraiment été très proche de mes enfants et je ne l'ai jamais regretté. Comment est-ce que vous vous ressourcez le mieux? Vous nous parlez de cet Arizona, effectivement, de cette lumière qu'il y a là-bas. Est-ce que c'est là-bas ou est-ce qu'il y a un endroit ou une activité, je ne sais pas, qui vous ressource particulièrement? Les randonnées en pleine nature. Je fais des randonnées dans le Grand Canyon,
qu'est-ce que c'est fabuleux déjà parce qu'on est en pleine nature hein, et je l'ai fait seule. Et on est en pleine nature, on croise des biches, on croise des oiseaux, on les regarde. Ça me remplit, je veux dire. Moi, après, je suis sur un petit nuage, je me sens tellement bien. Je suis faite pour vivre avec la nature, certainement pas dans les grandes villes comme Paris. Oui, quand vous venez, donc vous vous sentez oppressé. C'est horrible, je suis fatiguée au bout de quelques jours. Vraiment, je ne suis pas faite pour cette vie chaotique, stressante, à la fois inhumaine, parce qu'on communique plus, on communique pas. Alors que quand on est en pleine nature, on communique plus facilement avec la nature, avec les arbres, avec le. C'est tout bête, hein, mais on communique et on communie. Oui. Oui, c'est dingue, hein, mais j'adore. Et en fait, je sens que ça me ressource. Donc du coup, ma maison dans l'Arizona que j'étais en train de vendre parce que j'avais encore cette folie de vouloir déménager, je me dis, mais t'as la colline juste à côté et ça va me faire du bien de repartir marcher là. Juste entendre les coyotes hurler, mais c'est magique. Hein. Vous iriez où si vous deviez quitter l'Arizona? J'irais encore je m'isolerais encore plus parce que là j'ai des voisins, mais moi j'aimerais vraiment vivre dans un endroit où je n'ai pas de voisins, où je suis loin de l'humanité, que je peux retrouver quand j'ai envie de communiquer avec d'autres humains, mais j'ai envie d'avoir énormément de terrain, j'ai envie d'avoir plusieurs hectares, j'ai envie de pouvoir protéger les animaux dans ce domaine, j'ai envie de vivre plus proche de la nature et plus proche des animaux. Quelles sont les personnes ou la personne qui vous inspire le plus, que ce soit une personne vivante ou décédée, fictive ou réelle? Est-ce qu'il y a une personne qui vraiment vous inspire au quotidien, qui vous guide presque? Non, je pense que je suis assez autonome pour le faire toute seule et trouver mes inspirations chez les autres, bien sûr, et dans le monde. Mais non, voilà, en fait, j'ai la sensation que je suis là pour voilà, superviser et non pas pour être, comme on dit, voilà, j'aime pas le mot leader et suiveur, mais quelque part c'est un peu ça. Je suis là pour les autres, ils ne sont pas là juste pour moi. Vous disiez tout à l'heure que, à l'occasion de ce moment, vous vous retrouvez seule. On a évoqué des sujets que vous évoquez finalement pas si souvent dans les médias. Et alors pour terminer, je voulais justement vous demander quelle est la question qu'on ne vous pose jamais et que vous aimeriez pourtant que l'on vous pose. S'il y en a une. Ouais, non, en fait, non, j'aime pas trop qu'on me pose les questions. Je le fais parce que mais on ne me pose pas. Non, je pense qu'il n'y a pas de questions. Non, voilà, non. Je suis ouverte à toutes les questions et en fait, non, je sens pas qu'il y en ait une plus importante que les autres. Donc, j'aimerais parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose dont je voudrais vraiment parler, quoi. En tout cas, vous nous avez parlé beaucoup et on vous en remercie de votre actualité. Cette actualité, je le rappelle, c'est le CD Best Of chez Warner Music. C'est évidemment vos concerts à Paris et à Lyon et puis à l'Olympia en 2020. Et bien sûr, ce livre Réminiscence. Merci beaucoup, Jeanne Mas, d'être venue nous en parler. Merci à vous de m'avoir invitée. C'était vraiment très, très sympa. Je vous retourne le compliment. C'était un moment très agréable. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur KTO et vous pouvez suivre cette émission, évidemment, sur notre site internet. À très vite.